D'abord, il faut que je te dise que chaque fois qu'on me demande de remémorer cette période, je suis ému. Parce que devant mes yeux repassent tous mes camarades qui sont tombés. Je crois utile de te dire que 52 de mes camarades avec qui j'étais très lié ont été massacrés par la Gestapo après qu'ils étaient pris. Pour certains, on n'a jamais connu leur nom ni leur tombe. Tu comprends que je sois un petit peu ému chaque fois qu'on arrive à évoquer cette période. Lénine, je retourne loin en arrière, avait dit quand on doit faire des opérations ou quand on doit faire des actions, eh bien, même des gens que nous n'aimons pas, à partir du moment où ils sont d'accord pour une opération sur 5, eh bien on la fait ensemble. Parce que c'est quand même l'union que nous pouvons réaliser à faire pour pouvoir faire avancer. Mais nous n'avions aucune relation avec eux, ils ne nous aimaient pas, et nous n'avions aucune sympathie particulière pour les autres mouvements de résistance. Il y a un commandant de résistance de gaulliste de Toulouse qui a dit nous faisions des actions, et puis il y avait une organisation qui s'appelait la MOI, et ils faisaient des opérations, et nous, en prenant connaissance de l'opération, nous savions que c'était la MOI qui l'avait faite. C'est-à-dire que notre organisation était telle qu'il était difficile de nous pénétrer chez nous. Ne rentrez pas n'importe qui au FTP-MOI. La confidentialité dans tout ce que nous faisions était énorme. Nous avions, parmi les principaux dirigeants, c'était des dirigeants communistes, des anciens des brigades internationales, des immigrés qui avaient fui l'Italie, la Roumanie ou l'Allemagne sous peine d'être exécutés. Donc les précautions à prendre, ça avait été, il nous l'avait dit une fois, ça nous avait suffi. Hein. On ne prenait jamais un tram à l'arrêt. On prenait toujours un tram entre 2 stations et le dernier wagon. Et quand il fallait descendre, on ne descendait jamais à la station, on descendait toujours entre 2 stations. C'est-à-dire que, comme nous faisions toutes nos opérations en visage découvert, en plein lieu devant tout le monde, on risquait d'être reconnu par n'importe qui. Eh bien, on montait dans le tram, si par malheur, quelqu'un nous regardait avec un peu d'insistance, on sautait tout de suite. Ce qui n'empêchait pas qu'on sautait entre 2 stations en disant peut-être quelqu'un t'a vu. On se réunissait tous les matins, les 3, pour décider des opérations à faire. Et le commandant militaire, il me dit ben, j'ai reçu comme directive de faire sauter le garage éclair. Mais il faut qu'on soit très très prudent, parce que dans le garage éclair, il risquerait d'y avoir des Allemands. Lui n'était pas militant communiste, mais moi j'étais militant communiste depuis ma plus tendre enfance. Et je lui ai dit, mais Armand, s'il risque d'y avoir des Allemands, on ne peut pas se permettre de faire rentrer des gens qui ne sont pas rompus. Le premier à rentrer, c'est toi. Et il est devenu tout blanc. Je dis, mais toi et moi, nous sommes les 2 responsables de cette opération. Donc on rentre tous les 2. Et on est rentré, il n'y avait pas d'Allemands. Et on a fait sauter tous les camions, tous les moteurs. Quand on est parti, on traversait le Rhône sur le pont Éclair. Les gens entendaient exploser, ils regardaient en l'air et disaient c'est drôle, on entend les Américains qui bombardent et on ne voit pas les avions. Et on a fait sauter tous les camions poids lourds. Mais quand on est rentré dans le garage, il y avait 2 vieux de plus de 30 ans. Ah oui. Pour nous, c'était des vieux, parce qu'on avait 17, 18, 19, 20 ans, 21. C'était à peu près la moyenne d'âge de ceux qui se battaient. Et le commandant militaire, il me dit, c'est le commandant des groupes de combat juifs qui est là. J'ai dit, bon, on est rentré, on a fait nos opérations, puis on s'est séparés. Et puis peut-être 20 ans après, j'ai organisé des manifestations en Villeurbanne. Pas Villeurbanne, enfin à côté de Villeurbanne, tu vois, le nom ne me revient pas. Et il y avait au moins 400 personnes dans la salle.
Puis je vois un type là. Je le regarde avec insistance, il me regarde aussi. Je lui dis, mais tu n'étais pas résistant, toi? Il me dit, oui. Tu n'étais pas au garage éclair? Il saute au cou de mon frère. Il commence à l'embrasser avec les larmes qui coulaient. Il dit, oui, c'était moi qui étais avec vous, c'était moi que je vous admirais, votre sang-froid, votre tranquillité pendant l'opération. On aurait dit que c'était un geste, mais les déraillements et les garages, quel que soit le péril qu'on encourait, moi je l'ai écrit d'ailleurs sur certaines de mes lettres, c'était des opérations coutumières. L'opération la plus difficile pour tous, et qui reste ancrée au fond de la tête, c'est de tuer un Allemand à bout portant dans la rue, en lui appuyant le revolver sur le ventre. Au moment où il baisse les yeux, il voit l'arme tourner sur son ventre, il est décoloré. Les yeux sortent dans la tête, il ouvre la bouche pour crier quelque chose. Première détonation, il flagelle. Deuxième détonation, il s'écroule. Alors, on était deux par deux. Et un l'abattait et l'autre le finissait. L'autre s'abaissait, lui tirait un coup de revolver dans la tête et lui prenait son arme. Parce que les parachutages, je répète, on ne savait pas ce que c'était. Nous, on n'avait pas les armes. Dans un film, il y a un de nos camarades, Fontanelle, et ça fait toujours sourire, il dit, pour nous, les armes, il fallait qu'on les prenne au manche. Elles ne nous venaient pas du ciel, en regardant avec les yeux, elles ne nous venaient pas du ciel. Effectivement, nous n'avions rien à faire avec les parachutages, et on n'a jamais eu d'armes par les parachutages. J'étais dans les rues de Lyon, et puis il y avait un type sur le bord, il me dit, hey, toi, j'avais 18 ans. Il me dit, les papiers, police allemande, il montre une plaque, police allemande. Je sors mes papiers, j'étais en règle. Je sors mes papiers, je lui donne les papiers, il me met dans la poche. Je dis, oh monsieur, c'est mes papiers ça. Il me sort le revolver dans le ventre, il me dit, ferme ta gueule, rentre dans le bistrot là. Je ferme ma gueule et je rentre dans le bistrot. Dans le bistrot, il y avait déjà 3 types. Avec moi, ça faisait 4, et il y avait un type qui était un peu éloigné d'eux, il dit, le premier qui bouge, je le tue. Et on savait qu'il le faisait. Ce n'était pas des promesses en l'air. Je rentre là-dedans, au bout d'un moment rentre un 5e, puis nous embarque et nous amène à la milice. J'ai commencé à prendre la raclée en rentrant, quel est ton chef? J'ai pas de chef. Ils ont commencé à me frapper, j'ai eu le nez écrasé, un morceau de cloison nasale, ça pissait le sang sur tout mon costume, et puis il me dit, puisque tu ne veux pas parler, on va te mener à la Gestapo. La Gestapo était place Bellecour. Et ils m'ont emmené à la Gestapo avec les autres. Quand on est arrivé, on est allé dans une pièce, et puis à un moment donné, celui qui nous avait le plus frappé de tous se tourne vers un des 5. Il dit, mais toi je te connais. Non, 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 monsieur, non, non, non. Dis, toi je te connais. En 1936, tu vendais l'Avant-Garde, place des Cordeliers avec tes copains, vous m'avez filé une raclée. Non, 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 monsieur, vous trompez, c'est pas moi. Si, si, si. D'abord, tu es juif. Baissez tous les pantalons, il était juif. Il a tué à coups de pied devant nous. Un flot de sang qui est sorti de la bouche, et il a tué là devant. Et dans la soirée, on nous a menés au Fort Montluc. Au Fort Montluc, c'est où Jean Moulin a été massacré. Quand ils l'ont emmené au Fort Montluc, il était déjà mort. Ils m'ont emmené au Fort Montluc, ils m'ont emmené dans une cellule au 3e étage. Et avant de m'emmener dans la cellule, ils ont recommencé à me frapper. Chose est venue, Barbie est venu, j'étais couché à plat ventre, tellement de coups que j'avais pris. Il m'a donné des coups de pied dans les côtes, il m'a fait tourner, puis il m'a pris par la veste, il me dit, donne-moi le nom de ton chef. Monsieur, j'ai pas de chef, moi. Alors il m'a encore donné de gifles. Et alors, je vais te dire une chose. Plus il me frappait, et je crois que c'était pareil pour tous mes copains, plus il me frappait, et plus je savais que je ne parlerais pas. Parce que tu avais supporté tout ça, maintenant c'était fini, tu n'allais pas te rendre, c'était de la lâcheté après avoir tout ce que tu avais supporté. Si 52 de mes camarades n'ont pas parlé,
ils ont eu la même réaction que moi. Parce que pour certains de ces 52, on n'a jamais retrouvé leur corps. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais aucun n'a parlé, parce que s'il y en avait un qui parle, qui dénonce un, qui pouvait dénoncer l'autre, personne n'a rien dit. Le soir, on descend pour monter dans un camion bâché. Et à la porte, il y avait plusieurs types, et il y en a un de ceux qui nous avait frappé, le plus. J'ai dit, on va maintenant, on va vous fusiller. Ça fait un drôle d'effet, hein, surtout quand on sait qu'ils le font. Mais ça fait tch. J'ai revu tous mes copains morts, j'ai revu ma famille, ma petite poulette que j'avais. En une fraction de seconde, j'ai vu tout ça. Et puis, je suis monté dans le camion, j'ai dit, de toute façon, je saute, je risque rien. Ils vont me tuer. Ils me mettent des menottes avec un vieux. Avec un vieux, il a plus de 35 ans. Oh, j'ai dit, avec un vieux comme ça, tu ne pourras jamais courir, mon pauvre vieux. Alors, je suis monté, puis j'ai dit comment je l'arrange. Ils m'ont emmené au Fort Montluc, et puis ils m'ont détaché d'avec lui. Et ceux qui avaient été arrêtés avec moi, je ne les ai plus jamais revus. Et ils m'ont mené au 3e étage. Je suis arrivé dans une cellule, on était 8, dans une cellule 2,80 m sur 2,20 m. Quand on se couchait le soir, il y en a un qui devait rester debout. Parce qu'en se couchant comme ça, il manquait une place.